Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre série Petite histoire d'Hennebeau en temps de confinement et aujourd'hui on va s'attacher au XIVe siècle, donc on continue le Moyen Âge autour évidemment d'un épisode extrêmement célèbre qui sont les différents sièges de la ville dans le cadre de la guerre de succession de Bretagne. Alors, petit point de contexte, nous sommes en 1341, Jean de Montfort est mort sans héritier direct, et eh bien, ce sont deux personnes qui vont prétendre à la couronne ducale, Jeanne de Penthièvre et Jean de Montfort. Jeanne de Penthièvre est l'épouse de Charles de Blois, allié au roi de France, et Jean de Montfort, lui, eh bien, est l'époux de Jeanne de Flandre, et ils sont tous les deux ont rendu hommage à Édouard III, roi d'Angleterre, mais qui s'est également proclamé roi de France. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans qui voit ces deux royaumes s'opposer. La ville d'Hennebont est une place fortiste, et on va avoir un premier siège en juin en 1342. Charles de Blois s'installe devant la ville. À cette époque-là, un siège, eh bien, c'est tout simplement on s'installe et on essaie d'empêcher le ravitaillement ou les gens d'entrer. On essaie d'avoir la ville par épuisement et non pas comme on peut le voir dans les films où on va grimper sur des échelles et telles des fourmis faire exploser toute la ville. Il est extrêmement important de préserver au maximum les infrastructures urbaines que sont les remparts et les portes, parce que tout simplement lorsque vous avez pris la ville, eh bien c'est vous qui allez vous installer et vous êtes susceptible d'en être chassé. Donc on essaie de préserver au maximum l'intégrité des bâtiments. Alors, c'est en juin 1342 que se situe le célèbre épisode de Jeanne la Flamme. Alors, petit point sur ce surnom, Jeanne la Flamme est quelque chose qui a été donné, un titre qui lui est donné de façon posthume, notamment au XIXe siècle, lorsque les historiens vont s'emparer de cette histoire et vont créer autour de ce personnage une espèce de mythe. Elle va elle-même incarner totalement la Bretagne résistante. Sur certaines estampes, on voit une jeune fille toute vêtue de fer qui soit surveille l'arrivée des ennemis, soit fourbit ses armes ou galope à cheval à travers le camp ennemi. Jeanne de Flandre a 47 ans à cette époque-là, donc ce n'est pas une jeune fille, mais la littérature romantique va en faire cette espèce d'égérie de la Bretagne. Alors, selon l'histoire, parce que là encore une fois, les sources sont extrêmement ténues, on connaît ces récits grâce aux chroniques de Jean Froissart, qui va faire paraître à la fin du XIVe siècle, mais Froissart n'a pas assisté à cette bataille, à ce siège, il témoigne sur les choses qui lui ont été dites. Donc, on aurait Jeanne qui, avec quelques cavaliers, eh bien, serait sortie de la ville, aurait été bouter le feu au camp de Charles de Blois qui s'était absenté avant de partir sur Auray. Elle est revenue une semaine plus tard pour re-rentrer dans la ville. Charles de Blois, lui, quitte le site d'Hennebont et il laisse la place à Louis d'Espagne, qui fait venir donc fin juin des machines de guerre qui sont destinées à bombarder la ville. Alors on ne sait pas du tout où elles pouvaient être placées. C'est vrai qu'un des éléments idéaux, ça aurait été de les mettre au-dessus de Kiriway, sur le mont des Lys, parce que là vous surplombez la ville et vous pouvez bombarder tant que vous voulez. Après, il faut savoir que ce type de machine de guerre est complexe à monter et aussi très long à manipuler pour pouvoir tirer. Donc on peut imaginer qu'on ait voulu placer comme ça ces éléments autour de la ville. Là encore une fois, il s'agit de détruire éventuellement les maisons, mais surtout de susciter la crainte et de forcer à la reddition. Alors Jeanne demande 5 jours, elle attend de l'aide, elle demande l'autorisation d'attendre pendant 5 jours et dit si au bout de 5 jours l'aide n'est pas arrivée, eh bien je me rendrai. Et là on a aussi des gravures où on la voit du haut d'une tour, tendant la main sur le blavet, couvert de voiles. Dans certains cas, on évoque même la mer. On a quelques enluminures du XVe siècle où on voit des navires arrivant sur la mer. Hennebont est quand même à 12 km de l'océan, mais symboliquement, c'est ce que ça voulait dire. Et ce sont bien sûr les voiles de l'armée anglaise qui vient à son aide. Alors, les machines de guerre sont détruites, nous dit-on.
Et Louis d'Espagne part et va rejoindre Charles de Blois à Auray. En octobre 1342, il y a un nouveau siège. Encore une fois, Jeanne est sauvée par l'Angleterre. À cette occasion, eh bien, elle part à Londres avec Édouard III, avec ses enfants. Enfin, elle emmène ses enfants à Londres avec Édouard III, qui lui vient à gouverner la province. On raconte que, isolée dans un manoir, eh bien, elle a sombré dans la folie et elle va peu à peu disparaître, hein, et mourir autour des années 1374-1375. Jean de Montfort, lui, meurt le 26 septembre 1345 à Hennebont, et c'est son fils qui prend le relais, hein, c'est son fils qui deviendra, après la guerre, Jean IV. La guerre de succession s'arrête en 1364, en septembre, avec la bataille d'Auray, hein, qui voit notamment la mort de Charles de Blois. Donc, cet épisode de la prise de la ville a évidemment marqué l'histoire. On connaît donc, je vous le disais, cette histoire à travers les chroniques de Jean Froissart, qui ensuite ont été repris par les grands historiens bretons, hein, comme Laborderie, ou tous ceux qui, au XIXe siècle, ont voulu réécrire l'histoire de la Bretagne. Alors, il y a toujours la méfiance à avoir, parce que dans cette période romantique, qui est certes la période dite des nationalismes, ça se passe aussi à petite échelle, et on a de nombreux historiens de cette époque qui vont bien sûr embellir et enrôler le rôle de Jeanne de Flandre, hein, la montrant comme une résistante à l'oppression française. Là aussi, il faut être très prudent, pas dans un rapport national entre les gens, on est dans un rapport féodal, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des seigneurs qui sont bretons, mais qui sont ralliés à Jeanne de Penthièvre et à Charles de Blois, comme vous pouvez avoir des seigneurs qui vont changer de camp, et qui, eh bien, en changeant de camp, emmènent avec eux tous leurs familiers qui peuvent également se retrouver dans le camp opposé au gré de leur intérêt territorial, financier ou politique. Quant à la ville, les traces que l'on ait de cette période, c'est extrêmement difficile à savoir. Au début du XXe siècle, je crois, il y a une épée qui a été trouvée dans le Blavet. Elle est aujourd'hui au musée à Château-Gaillard. Il faudrait voir si c'est une épée qui correspond à cette période-là. En matière d'architecture, on n'a pas de traces directes non plus de ces conflits, si tant est qu'on a clairement une reconstruction, et une restauration importante de l'enceinte, hein, tout au long du XVe siècle. Je pense notamment à des reprises qui ont été faites sur la porte Broérec. Donc on a quand même eu un impact de ce conflit extrêmement important. Il a surtout beaucoup nourri l'imaginaire autour de cette Jeanne de Flandre que les poètes s'empressent de célébrer, et ça va également aller jusqu'à la dénomination du pont, puisqu'en 1951, lorsqu'on construit le pont Jeanne la Flamme, eh bien on lui donne ce nom. Alors c'est sans doute était-ce pour faire un clin d'œil à la résistante, qui effectivement, alliée aux Anglais, s'était opposée aux troupes de Charles de Blois, auxquelles on aurait fait un écho avec la ville d'Hennebont martyrisée par l'occupation, comme si eh bien, Jeanne avait pu insuffler de son esprit pour sauver la ville. Voilà pour cette partie. C'était assez court, c'était pas très complet, juste pour vous donner quand même quelques petits éléments sur l'histoire de la ville. Et on se retrouve très bientôt. Bon confinement!